Reportage sur la dynamique de l'épidémie du choléra en Haïti. Pour débuter, qu'est-ce que le choléra? Le choléra est une maladie intestinale aiguë qui se transmet par voie orofécale. Vibrio cholerae est une bactérie à gram négatif dont certaines souches synthétisent une entérotoxine, la toxine cholérique, qui est elle le vrai responsable de la maladie. Le choléra est une maladie diarrhéique sévère non fébrile qui se contracte par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Elle peut s'éviter par des mesures d'hygiène et dans la grande majorité des cas se soigne avec des traitements simples. 80% des personnes cliniquement malades développent des symptômes digestifs modérés. Pour les autres, l'infection donne lieu à des diarrhées aqueuses profuses d'apparition brutale, plus ou moins accompagnées de vomissements, engendrant une déshydratation rapide pouvant conduire au décès en quelques heures en l'absence de traitement. Nous avons eu la chance d'avoir pu interviewer 4 personnes ayant joué un rôle dans l'épidémie. Tout d'abord, Samuel Beaulieu, diplômé d'un master en santé publique. Il a suivi l'épidémie du choléra en Haïti de juin 2011 jusqu'au dernier cas, en faisant partie d'ONG dans un premier temps, puis de l'UNICEF. Il a été en charge de l'opération Cathy. Ensuite, Dr Stanislas Rebaudet. C'est un médecin infectiologue clinicien et épidémiologiste. Depuis 2013, il travaille activement sur l'épidémie de choléra en Haïti. Renaud Piarou est un pédiatre et biologiste spécialiste des maladies infectieuses et des maladies tropicales et est l'auteur du fameux livre Choléra. Et enfin, le docteur Henri-Jean Hugues. C'est un docteur de grande renommée qui, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, travaille en tant que conseiller technique principal au ministère de la Santé publique d'Haïti. Nous sommes donc posé la question sur l'origine de l'épidémie et avons posé la question à Samuel Beaulieu. En octobre 2010, ça a été importé par les casques bleus népalais au sein de la MINUSTA, qui est la force armée en Haïti. Le départ épidémique s'est fait à Maye et s'est répandu dans tout le pays par la suite. L'épidémie a en réalité débuté le 14 octobre. Les premiers patients hospitalisés venaient du village de Maye qui avait accueilli une troupe de soldats népalais de l'ONU, arrivés le 9, le 12 et le 16 octobre. Le 21 octobre, l'épidémie a également fait l'objet d'une enquête dans plusieurs quartiers de Mirebalais et ce même jour, le ministère haïtien de la Santé publique et de la Population a signalé une épidémie de choléra. De nombreuses hypothèses ont vu le jour, dont principalement deux. Une hypothèse environnementale. Le séisme aurait engendré un phénomène climatique entraînant une augmentation de la température de l'eau superficielle, favorisant la croissance de la bactérie. Une deuxième hypothèse est l'importation par l'homme. En effet, les casques bleus népalais sont arrivés dans une zone voisine à celle d'où naîtra l'épidémie. Or, on sait que lors de leur départ, une épidémie de choléra avait lieu dans la capitale népalaise. La mauvaise gestion des eaux usées du camp aurait contaminé le fleuve Artibonite que les locaux utilisaient pour boire et cuisiner. C'est finalement cette hypothèse qui sera retenue. Nous nous sommes ensuite demandé comment avez-vous pu conclure à la réelle origine de l'épidémie. Renaud Piarou répondra à notre question. Parce que pour moi, c'était évident que cette épidémie n'était pas naturelle. Okay. Qu'est-ce qui la rendait pas naturelle? C'était la manière dont elle avait commencé. Elle avait commencé le long d'une rivière, la rivière Artibonite, et tout de suite de manière extrêmement violente. C'est-à-dire du jour au lendemain, il y a eu 500 hospitalisations. Il y a un hôpital qui est à Saint-Marc. Tout d'un coup, en l'espace, il commence à avoir des cas qui arrivent l'après-midi. Le lendemain midi, il a déjà 500 hospitalisations. Donc ça, c'était pas normal, c'est pas une épidémie. C'est ce qu'on appelle une anadémie, c'est-à-dire anadémie, A-N-A-démie. C'est une épidémie ça ressemble à une épidémie, mais en fait, tous les gens se contaminent à la même source. D'accord. Au même moment. Et donc, il n'y a pas de transmission. Il y a une transmission après, mais le pic ne s'explique pas par de la transmission, mais par une contamination. En fait, c'est une intoxication, c'est comme une intoxication alimentaire, mais où il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui sont intoxiquées au même moment. Et ça, plus le fait qu'on avait des soldats népalais qui venaient d'arriver, qu'il y avait une épidémie au Népal, le fait que ça avait démarré dans le village, qui était qui utilisait l'eau qui passait sous le camp népalais,
Bon, je sais pas, moi, après, il faut plus de preuves, mais c'est quand même Oui. assez lourd. Et puis, Oui. la démonstration qu'ils balançaient bien leurs fosses septiques dans la nature. Suite à l'hypothèse retenue, nous avons demandé à Samuel Beaulieu présent sur le terrain s'il y avait eu une crainte des populations vis-à-vis des casques bleus. Oui, la population a bien eu ce ressentiment. D'accord. Et je dirais même peut-être jusqu'à aujourd'hui. Alors, la MINUSTA n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, mais je pense que c'est resté dans les mémoires collectives. Il y a même un groupe d'avocats haïtiens qui s'est constitué pour faire reconnaître ça au niveau pénal, si je ne me trompe pas. Docteur Henri-Jean Hugues va à présent nous parler de l'évolution de l'épidémie du choléra à travers le pays. Au moment où, dans l'Artibonite, il y avait des travailleurs agricoles, parce que l'Artibonite, c'est quand même la principale zone de riziculture dans le pays. Et il y a une migration interne saisonnière. Et au moment où il y a eu cette contamination de l'Artibonite par le vibrio choléré du camp des Népalais, il y avait pas mal de travailleurs agricoles donc venant de différents endroits du pays, particulièrement de la région des Matheux. Et on pense que les migrations internes ont également joué un rôle significatif dans la propagation du choléra en Haïti. Et si vous regardez un petit peu l'évolution de la maladie sur le territoire, je sais que Renaud Piaou a élaboré justement des cas très significatifs. Vous verrez que l'épidémie est partie de l'Artibonite pour ensuite s'étendre au département de l'Ouest, particulièrement dans la zone des Matheux. Vous voyez, la zone des Matheux, c'est particulièrement Arcaillé, Cabaret, etc. Assez rapidement également vers les grands marchés et les grandes villes du département de l'Artibonite. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de la migration des travailleurs agricoles, vous avez également beaucoup de gens en Haïti qui font les grands marchés régionaux. Comme par exemple le marché de l'Esther, comme par exemple le marché de Casse dans le plateau central, etc. Donc vous avez il y a un lien direct entre les zones de propagation de l'épidémie et les routes nationales. Donc là, il y a des études qui l'ont montré. Donc migration de travailleurs, migration de vendeurs ambulants, etc. C'est tout ceci qui a contribué à la propagation de la maladie sur le territoire. Et quand on regarde l'évolution de la courbe épidémique, vous allez voir que c'est plutôt les zones les plus éloignées qui ont été touchées le plus tard, comme par exemple les départements de la Grand'Anse ou l'extrême pointe occidentale du département du Sud. Nous nous sommes ensuite intéressés à la stratégie de lutte contre l'épidémie. Nous avons donc demandé à Stanislas Rebaudet quels avaient été les différents acteurs dans l'épidémie et les moyens qu'ils avaient apportés. Des ONG ont monté des centres de traitement du choléra gigantesques pour faire face à l'afflux des malades. En parallèle, mais ça s'est renforcé petit à petit, des actions visant à freiner la propagation de l'épidémie. En allant dans les villages, sensibiliser les gens pour leur expliquer comment éviter de tomber malade, en se lavant les mains, désinfectant l'eau de boissons qui vont puiser dans les sources ou les puits qui ne sont pas bien protégés, etc., etc. Pour comprendre le déploiement des moyens financiers dans le cadre de la stratégie de lutte, nous avons interrogé Renaud Piarou. Il a fait un discours, il allait juste terminer son mandat. D'accord. Il a fait un discours demandant pardon aux Haïtiens, au peuple haïtien, et ça a mis la lutte contre le choléra à l'agenda politique. Et en même temps, il y a eu une grosse catastrophe, le cyclone Matthew, un gros cyclone qui a fait beaucoup de dégâts. Donc, il y a eu aussi, c'était à l'agenda des humanitaires. Donc, il y a eu un peu plus d'argent, un peu plus de monde. Et à ce moment-là, le nombre d'équipes a été augmenté. Et avec suffisamment d'équipes et une méthodologie qui était maintenant rodée, il a été possible de vraiment prendre le dessus sur le choléra. Et ensuite, c'est un cercle vertueux parce que moins il y a de choléra, plus on peut concentrer les actions et moins il y a de choléra. En contexte post-séisme, beaucoup d'aides ont été apportées par diverses ONG et d'autres organisations, mais de manière assez désorganisée et aucune stratégie communautaire n'a vraiment été mise en place. À la suite de ça, nous allons voir comment les équipes mobiles ont été mises en place et par qui. Samuel Beaulieu ainsi que Renaud Piarou nous en parleront. Les équipes mobiles,
qui vont, en fait, chaque fois qu'il y a un patient, ils vont retrouver le cadre de vie du patient, sa famille, ses voisins, etc. et faire, pas de l'aide à l'isolement et du contact tracking, mais quand même quelque chose de très... Tout le monde pense que c'est un projet WASH, d'accès à l'eau, à l'assainissement, mais ça, c'est qu'une conséquence de la surveillance qu'ils mettent en place. Alors, le rôle principal des équipes de réponse rapide, d'une part, c'est de récolter les données comme le système de surveillance, si tu veux, mais en plus d'ajouter une composante active de surveillance. C'est-à-dire, eux, ils allaient directement dans les CTC qui notifiaient les cas, prendre des informations sur des listes linéaires que l'on a mis en place d'ailleurs. Le gouvernement n'en aura pas tenu compte jusqu'à la fin. Et en fin de compte, c'est bien avec ça qu'on a réussi à répondre. Donc les listes linéaires comportaient des informations supplémentaires que les registres, notamment l'adresse exacte du patient, beaucoup d'autres renseignements qui permettaient aux équipes d'aller dans la structure prise en charge directe et juste après, directement dans la communauté, faire des cordons sanitaires. Alors, des cordons sanitaires, c'est là que justement il y a la partie WASH. Donc tu retrouves la maison du cas suspect. Et autour de cette maison du cas suspect, sur une moyenne de 15 à 20 maisons autour des cas suspects, tu fais un cordon sanitaire en distribuant un kit choléra composé de savon, de SRO, d'aquatab ou de produits de traitement d'eau à domicile pour mettre du chlore dans l'eau en fin de compte. Et puis donc des activités de sensibilisation, de promotion de la santé et de l'hygiène. Ça, ils devaient faire ça autour de chaque cas suspect en moins de 48 heures. Donc c'était laborieux à mettre en place, mais globalement, tu auras les données dans mon mémoire d'ailleurs, mais globalement, on est au-dessus de 80% de cas suspects répondus en moins de 48 heures, ce qui représente pas très loin de 45 000 interventions. Nous avons demandé à Stanislas Rebaudet de nous parler de l'efficacité des équipes mobiles. Les choses derrière se sont structurées peu à peu. Les moyens qui au début étaient limités sont montés petit à petit en puissance. Et au final, on est arrivé à un moment donné, en 2016, à une petite centaine d'équipes mobiles sillonnant le pays, se rendant dans les familles des malades et leur voisinage, en urgence dans les 12, 24, maximum 48 heures après l'arrivée des malades dans les centres de traitement du choléra, de façon à tout faire pour bloquer la transmission. Et en quelques années, il y a une cinquantaine de milliers d'interventions comme ça qui ont été menées par ces équipes mobiles. Et puis petit à petit, ça a réussi à freiner la transmission et à étouffer littéralement l'épidémie jusqu'à son élimination maintenant depuis plus de 2 ans, puisque le dernier cas recensé, confirmé bactériologiquement, c'était le 4 février 2019, dans une commune qui en plus était une des premières communes touchées, puisqu'elle est dans ce delta risicole, là, c'était la commune de l'Ester. Donc la boucle était bouclée. Dans cette première étude, on voit tout d'abord sur le graphique A, avec ses diagrammes en boîte, que plus l'intervention de l'équipe mobile est rapide, moins le nombre de cas est élevé. En effet, on voit en vert que le nombre de cas est plus faible quand l'intervention a lieu le jour même de l'alerte, par rapport à une intervention 7 jours après l'alerte, comme le montre la boîte rouge, où le nombre de cas est plus élevé. Le graphique B montre qu'en réduisant le temps d'intervention de la première équipe mobile sur la zone d'alerte, on réduit la durée de l'épidémie en termes de nombre de jours. Le graphique C étudie la relation entre le nombre de cas et le nombre de CATI complètes par semaine sur la zone de l'épidémie. On voit que le nombre de cas baisse considérablement quand le nombre d'interventions complètes par semaine est plus important. Le graphique D relève la durée de l'épidémie en fonction du nombre de CATI complètes par cas de choléra. Là aussi, avec la courbe verte, on voit que plus il y a de CATI complètes et plus la durée de l'épidémie est réduite. Selon cette étude, l'efficacité des équipes mobiles sur la durée de l'épidémie et sur le nombre de cas dépend du délai de la première intervention sur la zone de l'épidémie, qui doit être la plus courte possible, et du type d'intervention des CATI, qui doivent être complètes. En étant optimisées, les équipes mobiles ont permis de réduire considérablement le nombre de cas de choléra.
Dans cette seconde étude, chacune des 140 communes d'Haïti a été étudiée sur les 209 semaines entre juillet 2013 et juin 2017. La priorité était demandée aux épidémies les plus graves, d'où la distinction entre les alertes rouges et les alertes oranges. On peut voir sur le premier graphique que la réponse aux alertes était initialement largement insuffisante. Puis la proportion de réponses aux alertes par les CATI a augmenté du début à la fin de l'étude. Dans l'ensemble, la proportion d'alertes répondues est meilleure pour les alertes rouges que pour les alertes oranges, ce qui va avec la priorité qui était demandée pour les épidémies les plus importantes. Sur la carte, on étudie la proportion de réponses aux alertes rouges et oranges et la proportion d'alertes non répondues. On peut observer une grande variation entre les différentes communes et départements. En effet, au sein des diagrammes circulaires, on voit de grandes disparités étalées sur l'ensemble du pays. Malgré une tentative d'optimisation des équipes mobiles, on relève les biais suivants. La disparité géographique sur leur capacité à répondre aux alertes, a priori influencée principalement par la localisation de l'alerte, et les différentes ONG chargées de l'intervention locale. Suite à ces différentes études sur le sujet de la vaccination en Haïti, Renaud Piarou nous donne son point de vue sur sa réelle utilité dans la stratégie de lutte. Henri Jean-Hugues répondra également à cette question. Alors, le vaccin a été appliqué à peine 10% de la population. D'accord. Et pas forcément dans les endroits les plus critiques d'un point de vue épidémique. On est dans la vraie vie. Ça n'empêche pas les compagnies qui fabriquent le vaccin de dire que leur truc est merveilleux. En particulier, dans ce cas précis, la compagnie qui fabrique le vaccin qui a été le plus utilisé en Haïti est financée par une banque et une fondation. La banque, c'est la Morgan Chase Bank, et la fondation, donc Bill et Melinda Gates Foundation, alors, possède par le biais de ces fonds d'investissement les usines de vaccins. D'accord. Soutiennent l'OMS qui, pour la préqualification du vaccin, ça facilite, parce que c'est eux qui financent en particulier le groupe qui s'occupe de choléra à l'OMS. D'accord. Ben oui, puisque l'OMS n'a pas assez d'argent. Oui. Sont partenaires essentiels dans la Global Alliance qui s'occupe de vaccination. Okay. Et finance de la recherche. Conflit d'intérêts majeur qui amène à ce que le dernier cas de choléra a eu lieu en février 2020. J'ai en tête en particulier le Nord, où je pourrais même dire qu'il y a eu quelques effets pervers de cette campagne de vaccination, dans la mesure où la population, se croyant vaccinée, a baissé la garde par rapport justement aux mesures d'hygiène et aux mesures de protection universelle, et on a vu que les gens ont recommencé à se contaminer. Nous nous sommes interrogés sur les actions entreprises par l'UNICEF dans la lutte contre l'épidémie et nous avons donc posé la question à Stanislas Rebaudet. Coordonnée de lutte contre le choléra basée sur des équipes mobiles. Et UNICEF a décidé de porter cette stratégie, en tout cas d'accompagner le gouvernement haïtien pour cette stratégie et d'en financer le lancement. Et c'est une stratégie qui a commencé donc en juillet 2013, coordonnée dans chacun des 10 départements avec des ONG partenaires qui étaient payés pour suivre la même méthodologie, avec une remontée des données, etc. Les choses derrière se sont structurées peu à peu. Les moyens qui au début étaient limités sont montés petit à petit en puissance. Et au final, on est arrivé à un moment donné, en 2016, à une petite centaine d'équipes mobiles sillonnant le pays, se rendant dans les familles des malades et leur voisinage, en urgence dans les 12, 24, maximum 48 heures après l'arrivée des malades dans les centres de traitement du choléra, de façon à tout faire pour bloquer la transmission. Nous avons pu voir au cours de nos études sur le sujet que de nombreux modèles mathématiques ont été créés pour prévoir l'évolution du choléra dans le pays, mais qui n'ont pas toujours fait leurs preuves. Nous nous sommes donc demandé si nous devions remettre en cause l'efficacité des modèles mathématiques dans la prédiction de l'épidémie. Samuel Beaulieu va essayer de nous répondre. Et sous réserve de ce que j'ai pu lire,
je crois qu'il n'y a aucune modélisation qui a pu être vérifiée par la suite. Que ce soit des modélisations, je dirais, de tendance épidémique, en un, il n'y en a aucune qui a tenu. De tendance épidémique avec les actions de vaccination. De souvenirs, on a pu remarquer qu'il n'y a aucune zone vaccinée, je dirais, sans la stratégie Cathy en plus, qui a été libre de choléra plus de 18 mois. Ça n'a jamais arrivé. Donc la modélisation prévoyait le contraire. Dernièrement, je crois que la dernière modélisation, c'est l'Université de Lausanne ou l'École polytechnique de Lausanne, une des deux, parce qu'ils sont quand même reconnus dans le domaine. Et même cette modélisation-là n'a pas tenu, à tel point que je crois qu'il y a un chercheur là-bas qui a contacté Stanislas Rebaudet, puisqu'en fin de compte, ils ont reconnu qu'il leur manquait justement les données des CATI et qu'ils ne pouvaient pas modéliser du coup correctement. Donc je crois les modèles mathématiques qui sont peut-être vrais à 24 heures après leur sortie, mais je pense qu'un mois après, ça ne peut pas être bon comme ça. Et notamment sur des maladies qui avancent très vite. Et en plus, ne pas oublier, Haïti, c'est 28 000 km². Donc l'épidémie avance, ça va très vite, quoi. Je veux dire, quand tu regardes en octobre 2010 l'introduction du choléra et qu'en fin novembre 2010, l'ensemble du pays est atteint, c'est quand même incroyable. Tout n'a pas été facile pour mener à bien cette stratégie de lutte et différents freins ont été rencontrés. Samuel Beaulieu ainsi que Renaud Piarou vont nous en parler. Alors le principal frein, déjà, il a été financier. Très difficile, il faut bien comprendre. Haïti, c'est un pays où les problèmes sont récurrents, donc intéresser les bailleurs, que ce soit des bailleurs d'État ou des bailleurs de banques, type Banque mondiale, etc., ça a été très compliqué. Je dirais que d'ailleurs, c'était, avec mon chef, quasiment notre boulot principal. Cyclone Matthew a été une opportunité, en quelque sorte. Ça, c'est le frein principal. Le deuxième frein, je dirais, c'est justement ces hypothèses. On fait beaucoup de controverses, qui ont fait beaucoup de débats passionnels. Ces années, on n'avait pas assez d'équipes, on n'avait pas assez d'argent. D'accord. Et on n'avait pas assez de visibilité. C'est-à-dire qu'éventuellement, on pouvait avoir de l'argent pour 3 mois, et puis après, au bout de 3 mois, il fallait à nouveau rechercher de l'argent, etc. Et ça coûte. Le programme, je pense qu'il a coûté dans les 50 millions. Donc, on ne peut pas mettre de notre poche. Oui, bien sûr. Mais c'est rien, 50 millions. On voit maintenant combien nous coûte l'épidémie en France. Oui. Donc, une épidémie de milliards, y compris en Haïti. L'épidémie de choléra, ça a coûté des milliards, non pas dans la lutte, mais dans les conséquences. Le choléra, c'est une maladie qui est transmise par de l'eau souillée. Et donc, quand il pleut, les matières fécales qui sont sur le bord de la rivière tombent dans la rivière, les gens boivent cette eau. Et donc, le cycle se fait plus facilement avec la pluie que quand il fait soleil, où finalement, tout ça est cuit par le soleil. Pour finir de comprendre la mise en place d'une stratégie de lutte adéquate, Renaud Piarou nous fera le parallèle avec d'autres épidémies et leurs stratégies respectives. Certaines choses ont pu être mises en place, notamment avec la Covid. Certaines villes comme Marseille et Paris travaillent sur la mise en place d'équipes mobiles. Après, il faut bien entendu tenir compte du virus. Il est plus aisé de lutter contre le choléra que contre le Covid. Cette stratégie peut en réalité être appliquée à de nombreuses épidémies, en particulier pour d'autres pathologies diarrhéiques ou encore la rougeole en l'adaptant. Pour Ebola, la stratégie actuelle est d'ailleurs quasiment identique à la stratégie de lutte contre le choléra. Pour terminer, laissons la parole à Renaud Piarou. Mais pas tous. Il n'y a pas de choléra au Sénégal, il n'y a pas de choléra dans l'Ouest africain parce qu'ils ont suivi nos conseils. D'accord. On a travaillé avec l'UNICEF sur l'Afrique de l'Ouest. Ils répondent massivement à chaque début d'épidémie. Bon, c'est plus facile d'arrêter le choléra que la Covid. Mais les pays qui s'en sortent actuellement répondent massivement à chaque début d'épidémie de Covid. Les pays qui ne s'en sortent pas se basent sur la vaccination. Ce qui est important, c'est de trouver un médicament, c'est de trouver un vaccin, c'est de... voilà. Et c'est des pays qui ont du mal à s'en sortir. Pour conclure, grâce à l'interview de Samuel Beaulieu, nous avons pu élaborer une frise chronologique de l'épidémie du choléra en Haïti. En octobre 2010, nous avons donc l'introduction du choléra en Haïti.
Les années 2011-2012 sont marquées par un contexte post-séisme avec une intervention de plus de 160 ONG avec aucune réelle stratégie de lutte mise en place. En 2012, nous avons alors un désengagement et une fuite des bailleurs, ce qui entraîne le deuxième pic épidémique, puis en 2013, l'arrivée des premiers acteurs. Les années 2013-2014 sont marquées par la mise en place des premières équipes mobiles d'intervention rapide EMIRA, avec des actions dans les communautés comme Acted, Alima et Oxane, et les prémices en fait des CATI avec l'UNICEF. En 2014, l'arrêt de l'épidémie, donc on a une première élimination, puis la pollution de l'eau d'un réseau à Martisan par les gangs recrée un départ de l'épidémie. En 2015, on a 40 équipes mobiles qui sont de plus en plus efficaces, avec plus de moyens, efficaces 24 heures sur 24. Grâce à ces équipes mobiles, l'épidémie diminue en Haïti, et en octobre 2016, le cyclone Matthew apporte encore quelques cas sporadiques parce qu'il crée plus de réservoirs de choléra. En 2016 débute une stratégie de vaccination simple sans accompagnement communautaire, puis une mise en place avec UNICEF de 87 Émirats, et c'est enfin l'endiguement de l'épidémie. Le 4 février 2019, on recense le dernier cas de choléra. Aujourd'hui, on se sert encore de cette stratégie pour le Covid.